streaming. Attendre, ça c'est bon. Connexion à la vidéo. Oh que oui! On va juste... J'ai juste de descendre un peu. That's it. Lancer un direct. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est là. Alors bonjour tout le monde, on est avec Barbara Augustin, présentement microbiologiste. Alors on va pouvoir poser des questions au courant de la soirée. Il est présentement 9h23, on s'est fait attendre un petit peu, on a eu des petits problèmes techniques parce que Facebook Live avec 2 caméras et Skype et tout un paquet de choses, c'est pas très facile. Alors présentement, je suis personnellement je me suis mis personnellement en quarantaine parce que je suis une des personnes à risque. Alors je voulais savoir, c'était important de voir qu'est-ce qui était les choses qu'on devait faire, pas faire, de où est-ce que ça venait, puis avoir vraiment plus d'informations. Parce que souvent dans les médias, on entend souvent parler d'un 5 minutes. Tu sais, la personne a une entrevue, un microbiologiste a une entrevue de 5 minutes. Des fois, il y a certaines questions déjà préétablies par les médias qui décident, eux, d'un peu la rhétorique qu'eux ils aimeraient avoir, s'ils vont vers la peur, s'ils vont vers l'information, s'ils vont vers différentes choses. Alors là, avoir un bon temps où est-ce que vous pouvez poser vos propres questions à Barbara et bien sûr être capable de voir plus clair de qu'est-ce qui arrive présentement, pourquoi qu'on est tous isolés comme ça. Alors, et aussi, bien sûr, Facebook Live nous permet d'être ensemble. Alors, on va pouvoir être ensemble avec Barbara, passer une bonne heure. Déjà là, on est très, très, très choyés. Alors, Barbara, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oui, est-ce que tu as réussi Est-ce que tu sors? Est-ce que tu restes à la maison? Je sais que tu as un bébé naissant. Ben, il est rendu 2 ans, là, je crois. Oui, 2 ans, non. Oui, je reste plutôt à la maison. Je suis les prescriptions qui ont été données tout au cours des derniers jours. Parfait. Alors pas d'école, parce que tu es aussi professeur. Alors, Exactement. rac- J'enseigne au collégial, donc je fais partie des gens qui ont été mis en arrêt forcé, si on veut. c'est bon. Et raconte-nous un peu ton histoire. C'est quelque chose de fantastique, là. Tu es une femme fantastique de ce côté-là. Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Donc, c'est ça, je suis microbiologiste, donc j'ai une maîtrise en microbiologie et j'enseigne présentement la microbiologie. Ça fait déjà tout près de 14 ans que j'enseigne au niveau collégial. J'ai enseigné également pendant longtemps la biologie humaine, mais ma spécialité, c'est la microbiologie et surtout la biotechnologie. Et j'ai également fait partie j'ai aussi complété ma formation avec 2 diplômes en éducation, donc un microprogramme et un diplôme en enseignement. Puis j'ai été après ça amenée à être consultante, que ce soit pour la révision d'ouvrages à publier, pour des émissions scientifiques et même pour des projets de recherche. Donc j'ai été amenée à participer à certains projets de recherche en tant qu'experte microbiologie. Parfait. Alors, bien, bien important aussi de voir s'il y a des personnes qui ont des questions directement qui voudraient nous poser, simplement les poser en bas dans les commentaires, puis on va passer à travers un peu durant la soirée. Alors, on va pouvoir voir ce que les personnes ont besoin de savoir comme information. Je pense que ça serait important de voir leur point de vue à eux, parce que souvent, comme je vous dis, c'est les médias qui posent des questions, ils posent un petit peu les questions de ce qu'ils veulent. Alors, une des questions qui revient le plus souvent, c'est de où est-ce que c'est parti le coronavirus ou le COVID-19, là? C'est quoi le nom exactement qu'on devrait l'appeler? Y a-t-il des raisons? C'est ça, c'est COVID-19 pour Coronavirus Disease de 2019. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle COVID-19.
Et son origine, je pense que tout le monde en a entendu abondamment parler, donc ça viendrait de la Chine. Ce serait un virus qui infecterait des animaux, principalement selon les premières hypothèses, chauves-souris, pangolins, et qui aurait subi des mutations, donc qui aurait été transmis à l'humain à cause de ces mutations-là. Donc, ce serait à partir de décembre 2019, le premier cas, le premier patient qui aurait été infecté, et ce patient aurait ensuite infecté d'autres personnes avec ce virus. C'est bon. Alors, c'est des... OK. Ça veut dire que quelqu'un serait fait attaquer par une chauve-souris, c'est ça qu'on peut voir, ou il aurait pris quelque chose que quelqu'un aurait mangé après. Comment tu penses que ça le... Non, on parle, les hypothèses vont plutôt vers un marché où est-ce qu'on pourrait acheter des produits animaliers, de la viande et tout ça en Chine. Donc, cette personne aurait fréquenté ce marché-là et on pense que c'est là qu'il aurait été en contact avec le virus. Ah, OK. Alors, virus, bien important, il y a certains virus qui ont besoin si on peut dire, de, de cellules animales, d'autres qui ont besoin de cellules végétales pour se reproduire, si je comprends bien. C'est comme des mini-usines qui essaient de se reproduire, alors ils transforment dans le fond les cellules qu'est-ce que les humains ont. Si j'essaie de voir ça, mettons que je voudrais expliquer ça à mon enfant de 12 ans, là, de 11 ans, là, comment je lui explique? Bon, en fait, c'est très important de savoir qu'un virus, pour les scientifiques, c'est à cheval entre le vivant et le non-vivant. Donc, on considère que c'est pas un être vivant parce que, par définition, les êtres vivants, normalement, ont une autonomie pour se reproduire. Un virus, moi, ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est qu'il est obligé de prendre d'assaut la machinerie de votre cellule pour faire des copies de lui-même. Donc, c'est comme si que dans chacune de nos cellules, on a une petite photocopieuse et le virus, quand il entre, il dit à la cellule, t'arrêtes de faire tout ce que tu fais et tu vas faire des copies de moi. Je te l'exige, et la cellule n'a pas le choix. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on n'est pas tout à fait d'accord pour dire est-ce que c'est vraiment un être vivant à part entière. Donc, c'est ça un virus. Il rentre dans la cellule et il utilise la cellule pour faire des copies de lui-même. OK. Alors, c'est bien expliqué. Alors, il se propage, bien sûr, je sais qu'il s'attaquait... On dirait qu'il s'attaquait aux personnes plus âgées, mais en faisant un petit peu de recherche, parce qu'on avait des statistiques de la Chine, il y a beaucoup de personnes là-bas, surtout les hommes, parce que ceux qui sont décédés, c'était beaucoup des personnes âgées, des hommes. Puis là, on a réalisé que c'est beaucoup parce que dans cette région-là, ils fumaient beaucoup. Alors, ça faisait que ça s'attaquait encore plus au système respiratoire. Alors, les statistiques sont peut-être faussées parce qu'il y a eu des jeunes aussi, je crois qui sont décédés avec ce virus-là. Alors, c'est pas un virus tout simplement de personnes plus âgées. Je crois que c'est vraiment tout le monde qui serait à risque. En fait, moi, j'aime mieux garder en tête que tout le monde est à risque parce que, oui, jusqu'à présent, ce que les statistiques montrent, c'est qu'une majorité de personnes touchées sont des personnes âgées. Cependant, il faut se rappeler que le premier cas dont on parlait tout à l'heure, qui s'est produit dans le premier contact avec un être humain qui se serait produit dans le marché en Chine, c'était une personne qui avait 41 ans. Donc, c'était pas une personne âgée. Puis, même le médecin qui a un peu alerté la communauté internationale pour parler des dangers ou de vraiment avertir tout le monde pour leur dire de faire attention à ce virus-là, c'était un médecin âgé de 29 ans et il est décédé de ce virus-là. Donc, oui, pour l'instant, la majorité des gens touchés sont des personnes âgées, mais comme tu l'as si bien dit, il y a des enfants qui ont été touchés également. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que tout le monde pourrait être touché. Bien entendu, les personnes les plus vulnérables de notre société, donc les personnes âgées. Et moi, je ne mets pas les enfants de côté, même s'il n'y a pas eu beaucoup de cas d'enfants. On sait que les enfants sont quand même plus vulnérables, donc
c'est pas une raison pour faire exprès pour les exposer de façon inutile. Ouais, je trouve que c'est bon. Alors, tu sais, c'est pas parce qu'on pense que certains que ce sont plus immunisés parce que, bien sûr, ils sont plus en contact avec des microbes, cette affaire-là, que quand c'est un virus qui vient de complètement d'une autre place, où est-ce qu'on n'a pas peut-être d'anticorps pour le combattre, alors qu'on devrait le mettre... Exact. Puis j'aimerais rajouter, je veux juste rappeler à tout le monde, ça a commencé en décembre 2019. On est au tout début. Donc, oui, on essaie de poser des conclusions. Il y a plein d'études scientifiques qui essaient de trouver des liens, de trouver un peu l'origine de tout ça, mais on est vraiment au début. Donc, il faut faire attention à ces conclusions-là qu'on pose parce que ça va prendre beaucoup plus de temps avant de pouvoir vraiment conclure sur tout ce qui concerne les caractéristiques du virus et sa façon de fonctionner. Donc, on est vraiment dans les balbutiements des connaissances au niveau de ce virus-là. Oui, parce que quand je parle à beaucoup de monde, c'est la grippe tue plus de monde. Tu sais, c'est vrai. Puis là, quand on le met dans le contexte qui est le nombre de temps, alors oui, peut-être que par année, jusqu'à date, une grippe ou un rhume peut tuer plus de personnes, mais en si peu de temps, on parle de très gros pourcentages. Là, on parle de 5%, là, si je vois bien dans les dernières statistiques. Oui, exactement. Donc, oui, on a entendu beaucoup les gens dire, oui, la grippe saisonnière tue beaucoup plus de gens. Oui, peut-être, mais on est obligé, et même moi, je vais vous avouer qu'au début, j'ai pas pris cette épidémie-là avec beaucoup de sérieux parce qu'il y en avait eu d'autres dans le passé, puis je me disais, ça va venir, ça va passer, mais ce qu'on se rend compte, ce que l'on se rend compte rapidement, c'est que ça infecte très rapidement les gens. Ça prend pas beaucoup. Donc ça, c'est très inquiétant et il y a raison de vraiment se questionner et de faire attention. Oui, parce on se rappelle le SRAS, on se rappelle l'Ebola, ça nous a pas vraiment touché. Veut pas, on est un continent un peu isolé de ce côté-là, où est-ce que on est moins touché par ça. Aussi, l'hiver, j'imagine que ça aide à tuer certains virus. En tout cas, c'est la connaissance que certaines personnes ont. Est-ce que c'est vrai que l'hiver est tué? Moi, j'ai entendu dans certains reportages que l'hiver, normalement, aide à gérer certains virus, à les tuer, si on peut dire, dans le froid, ce qui fait que, vu qu'on a eu un hiver plus doux puis le réchauffement de la planète, est-ce que ça a une corrélation à ce qu'elle se fait moins attaquer, ce virus-là? Euh, oui, c'est vrai que les températures externes peuvent avoir un impact, mais il reste qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans les maisons, dans le transport en commun et tout ça. Puis ça, c'est des températures tout à fait adéquates. Ça, c'est chaud et humide, hein? C'est chaud et humide. C'est ça, exactement. Puis le virus, à la base, ce qui va augmenter, au fond, sa capacité de persister, c'est beaucoup tous les fluides avec lesquels il sera accompagné. Donc, si on pense par exemple à un poteau dans le métro, si le virus est accompagné de plein de fluides, si je peux me permettre de cette façon-là, il va pouvoir persister beaucoup plus longtemps, puis jusqu'à la prochaine personne qui va toucher ce poteau-là, puis qui va se mettre les mains au visage, et puis qui va être infectée également. Ouais. Et là c'est... Il y a plusieurs personnes qui disent différentes heures, différents... C'est combien de temps qui t'offre ce virus-là, s'il est sur quelque chose, sur le linge, sur le... Est-ce que tu as une idée un peu de c'est quoi, là? On dit que c'est quelques heures, mais moi, je vous dirais que c'est tôt. Je trouve que c'est tôt pour vraiment conclure parce que, comme je disais tout à l'heure, là, on est vraiment dans le début des analyses par les scientifiques. Il y a beaucoup de publications qui sortent, mais les publications sont souvent basées sur un certain nombre restreint d'observations. Donc, je pense qu'il faut faire attention, mais de façon générale, un virus peut facilement être quelques heures et même des fois jusqu'à quelques jours se retrouver sur des objets inanimés. Mais c'est ça, ça va toujours dépendre à quel point il va avoir des fluides corporels qui l'accompagnent. Plus l'environnement est plus sec, plus l'environnement a moins de matière organique, moins il va pouvoir persister longtemps, mais plus il va avoir par exemple du mucus, des expectorations qui l'accompagnent, il va pouvoir persister beaucoup plus longtemps.
C'est bon. Alors, les choses à faire et ne pas faire présentement, une petite liste là, si on voudrait essayer de rester hors de la contagion, ça serait quoi exactement? Ben moi, j'aimerais vraiment envoyer le message qu'il faut écouter ce que nos autorités nous ont demandé de faire. Donc, ça veut dire la distanciation entre nous. Là, c'est vraiment important de le respecter. Quand on parle de lavage des mains, moi, je suis un peu fascinée par cette histoire de lavage des mains parce que ça devrait être une habitude qu'on devrait avoir déjà à la base. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement de très bonnes habitudes. Donc, j'espère que ça va leur permettre de garder ces habitudes-là par la suite. Mais c'est des bonnes habitudes à avoir, de se laver les mains, de ne pas se mettre tout le temps les mains au visage. Donc, étant donné que la contagiosité de ce virus est vraiment très élevée, je pense que c'est vraiment important de respecter ce qu'on nous demande, donc de rester à la maison, d'éviter au maximum les sorties dans la mesure du possible pour éviter d'augmenter le nombre de personnes qui vont être touchées par ce virus-là et surtout pour ne pas engorger notre système de santé. On le sait déjà que si on va à l'hôpital présentement, même pas pour ce virus, on peut attendre plusieurs heures. Alors plus il y aura de cas, plus ça va devenir lourd et compliqué. Donc c'est vraiment important de respecter cela. Donc rester à la maison et pas nécessairement le temps de faire un gros party avec tous ses amis dans le sous-sol, mais vraiment d'éviter le plus possible les contacts avec qui que ce soit. C'est bon. Alors, là, je sais que moi, dans les statistiques que j'ai lues, j'ai mis une vidéo sur ma page de Joe Rogan qui a invité une personne qui a eu les statistiques, bon, je crois que c'est de une université aux États-Unis, qui s'occupe de ça, qui a sorti les statistiques de qu'est-ce qu'ils prévoient d'ici 7 mois, entre 3 et 7 mois dans le fond, et ils disent pas loin de 90 millions de personnes affectées, 46 millions de personnes hospitalisées et à peu près 480 000 morts. Alors, c'est énorme, là, parce que ceux qui pensaient que c'est comme la grippe, en si peu de temps, c'est ça beaucoup on ramène ça au temps. Est-ce que notre système au Québec ici est capable d'en prendre pour un si gros montant de gens hospitalisés et des décès, ou est-ce qu'on est vraiment déjà en train de travailler déjà à notre 100%? Non, notre système ne pourra pas. Donc, c'est pour ça justement que les autorités ont décidé de fermer les frontières parce que vous avez sûrement tous entendu parler qu'on essaie d'aplanir la courbe. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas avoir un gros pic de malades en même temps qui vont congestionner notre système de santé parce qu'on ne sera pas capable de s'en occuper convenablement. Donc, on essaie de répartir ces cas-là dans le temps. On ne peut pas les empêcher d'arriver, les cas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une façon de les empêcher. Pas nécessairement. Il y aura des cas, il va en avoir beaucoup, mais on essaie de les répartir pour moins congestionner le système de santé. C'est exactement pour ça que le gouvernement Legault et le gouvernement de Trudeau ont pris ces décisions-là. C'est vraiment pour désengorger parce qu'ils savent très bien que notre système ne pourra pas supporter un nombre de cas très élevé. OK. Et dans le cas, si on revient plus ça, dans le fond, dans les maisons de chacun, on a quelqu'un qui commence à tousser, qui commence juste à avoir quelques symptômes. À partir de quand on fait juste traiter comme si c'était une grippe et à partir de quand on commence à élever là, le niveau d'alerte, si on peut dire, mettons qu'on a un enfant, un adulte, dites-moi c'est quoi qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, c'est difficile parce que la grippe, des fois, elle est pas tout le temps, elle se présente pas tout le temps de la même façon chez tout le monde. Je sais pas si toi, Eric, tu as déjà eu la grippe dans ta vie? Une couple de fois, on va dire. Donc, toute personne qui a déjà eu la grippe dans sa vie sait que tu as l'impression que tu vas mourir. C'est vraiment ça. Oui. En général, on s'en souvient. C'est très souffrant. La fameuse grippe d'homme, hein? Oui. Ma femme a dit que c'est pas vrai, là, mais...
repos, beaucoup de liquide et ça finit par passer tout seul, même si on a l'impression qu'on va mourir. C'est sûr qu'il y a des choses à vérifier. Je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas me remplacer. Je ne veux pas prendre la place d'un médecin qui pourrait vraiment vous donner les vraies informations, mais c'est sûr qu'il faut vérifier la température, dépasser un certain seuil. Surtout si la personne commence à avoir des hallucinations et tout, ben, il ne faut pas perdre de temps. Par rapport, on sait que le coronavirus touche beaucoup les poumons, ça cause une inflammation. Donc, si la personne commence à ressentir des douleurs intenses ou de la détresse, il ne faudrait peut-être pas attendre et aller consulter. C'est sûr que pour les enfants, on est encore plus vigilant et pour les personnes âgées également et pour toute personne qui est immunosupprimée. Donc, c'est vraiment l'état général de la personne qui va nous donner une idée. C'est sûr que présentement, dans le cas qu'on est, si vous savez que vous revenez de voyage puis vous commencez à avoir des symptômes qui ressemblent à la grippe, ça vaut la peine de ne pas attendre que vous soyez vraiment mal en point pour aller vous faire tester parce que vous avez un facteur qui vous prédispose d'avance à avoir cette infection-là. C'est bon. Puis en retournant à la microbiologie en toi, et est-ce que ce virus-là a des chances de se muter? Est-ce qu'il peut devenir autre chose? Est-ce qu'on va voir The Walking Dead bientôt? En tout cas, les rues, c'est à peu près ça que ça ressemble. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, les virus, c'est imprévisible. Donc, ça peut toujours muter. Toujours. Il a déjà muté. Il mute tout le temps. C'est juste que pour l'instant, les mutations, je pense qu'elles sont assez... elles n'ont pas encore fait en sorte que le virus s'est comporté d'une façon inhabituelle par rapport à ce qu'on sait jusqu'à présent, mais il y a toujours la possibilité. Une des choses qu'on a toujours peur, c'est qu'un virus comme celui-là peut-être en rencontre un autre et qu'ils se mettent ensemble et que ça fait, par exemple, ce virus-là qui vient d'un animal, il pourrait rencontrer un autre virus humain, se mettre ensemble et ça forme un nouveau virus. Un méga-virus, là, genre? C'est ça, donc ça peut arriver, tout se peut en ce moment. OK. On va essayer que ça n'arrive pas. On va faire sauter bien fort. Dans le fond, qu'est-ce qui va pouvoir... Ben, une des choses que je crois qui est faux, que j'ai entendu, puis ça c'était important que je t'en parle, qui était faux dans les nouvelles, qu'est-ce que j'ai entendu, nouvelles aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a dit que même si tu as eu le virus une fois, tu pourrais le réavoir, à moins qu'il ait muté, puis que là, ton système n'est pas adéquat pour se défendre contre. Est-ce que c'est possible de le revoir 2 fois? Oui, il y a des virus que c'est possible de revoir 2 fois parce que justement, lorsqu'il mute, il n'est plus tout à fait le même. Donc, à ce moment-là, il se peut que le système immunitaire ne le reconnaisse plus comme ce qu'il était à l'origine. Donc, c'est possible. Présentement, moi, j'ai fait quelques recherches là-dessus, puis c'est pas encore totalement prouvé, ça. Les études sont pas tout à fait toutes d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour conclure est-ce qu'on peut le revoir ou pas. Pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. OK. Là, je sais qu'il se propage par les muqueuses, dans le fond, tout ce qui se dégage en eau de nous. Est-ce qu'il va être éventuellement rendu dans l'air? Est-ce que c'est quelque chose que... C'est quoi le nombre de distances entre les personnes qu'on doit garder? Ou... Ouais. Alors, il y a 3 modes de transmission pour ce virus-là. Le premier mode, c'est le mode qu'on dit contact gouttelette. Donc, ce sont toutes les gouttelettes qui vont sortir, soit parce que tout simplement on rit, on parle, on postillonne, parce qu'on éternue, parce qu'on tousse. Donc, en général, le virus peut se retrouver dans ces gouttelettes-là. Comme elles sont assez grosses, en général, elles ne vont pas voyager plus loin qu'à peu près 1 mètre. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler de distance entre les personnes, entre les tables au restaurant. Donc, ils parlent de 1 à 2 mètres dans les avions, tout ça. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier contact. Donc, c'est un contact qui se fait très facilement, là, parce qu'il suffit que quelqu'un tousse à côté de vous ou éternue. Je ne sais pas si les gens le savent, mais des fois, quand on éternue, là, il peut y avoir facilement jusqu'à 20 000 gouttelettes qui sortent de là. Oui, c'est vrai, on dit éternuer dans notre coude.
c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont passer à côté. Donc ça, c'est le premier mode de transmission. Après ça, ces gouttelettes-là peuvent se retrouver partout. Parce que si, par exemple, tu as toussé dans ta main, puis après, tu donnes la main à quelqu'un d'autre, donc on va parler à ce moment-là d'une transmission par contact direct. Parce que l'autre personne, tu l'as mis dans ses mains, puis elle se touche le visage, donc ça va rentrer par les muqueuses, soit buccales, nasales ou par les yeux. Puis finalement, il y a la transmission par contact indirect, donc ça veut dire les objets inanimés. Alors j'aime beaucoup reprendre l'exemple du métro. Par exemple, le fait de tu as éternué ou toussé dans ta main, tu touches le poteau, puis là il y a une autre personne qui touche le poteau, qui se met la main dans le visage, alors il peut l'attraper de cette façon-là. OK. Alors, ça veut dire que c'est plusieurs manières. Ça veut dire qu'on peut vraiment pas voir personne comme moi qui est à risque. Alors, Oui. c'est pour ça que ma femme travaille de la maison, mes enfants restent ici, puis on ne sort plus. Mais est-ce que marcher le chien dehors, est-ce que si on rencontre pas personne ou quoi que ce soit, on fait juste... Est-ce que ça, il y a des risques ou tant qu'il n'y a pas on n'est pas en contact avec une autre personne, tout va bien? Exactement. Non, marcher dehors, c'est très bien, en autant qu'on ne soit pas dans un attroupement ou... Ouais, pas de manif de sensé. Ben moi, vous voyez, justement, ce matin, j'ai été prendre une marche avec mon fils, puis, tu sais, j'ai pas vraiment rencontré qui que ce soit sur ma route, donc j'étais pas inquiète. Il faut juste maintenir une certaine distance avec les gens, mais dehors, au contraire, la transmission, elle ne se fait pas à longue distance, jusqu'à présent en tout cas, selon les études. Donc, Okay. c'est vraiment à courte distance. Donc, c'est très peu probable que le virus se promène dans l'air sur 25 mètres et vienne vous atteindre comme ça par hasard. Par hasard, là, tout simplement. OK. Alors, là, je vais voir aussi les personnes qui nous regardent. On en a quand même une bonne centaine. Si vous avez des questions, allez dans le fameux petit... où est-ce qu'on met les commentaires et juste poser des questions. Vous avez la chance d'avoir Barbara Augustin pour pouvoir répondre. Alors, c'est quelque chose de fantastique. Une fois, le futur, je sais que tu es microbiologiste, pas diseuse de bonne aventure, mais le futur des prochaines actions de ce virus-là, ça va être quoi? C'est qu'est-ce qu'il cherche à faire à part se multiplier, mais qu'est-ce qu'il veut faire à part survivre, bien sûr? C'est juste ça qu'il veut faire. Il veut juste survivre. Donc, Pauvre petit! Pauvre petit! Donc, le virus, tout ce qu'il cherche à faire, c'est trouver un hôte pour se multiplier, pour retrouver des cellules, pour pouvoir utiliser leur machinerie, pour se multiplier, puis après, il va trouver un autre hôte. Donc, lui, tant et aussi longtemps qu'il va être capable de trouver des hôtes, il va être heureux, il va continuer. Donc, c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, c'est de l'empêcher de trouver des hôtes. C'est ça qu'on essaie de faire avec la distanciation sociale, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas trouver quelqu'un d'autre à infecter, puis qu'on puisse arrêter la chaîne qu'on appelle la chaîne épidémiologique. C'est pas si simple que ça, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Ça, je déplore pas mal. Il y a beaucoup d'entreprises, puis surtout des grandes multinationales. On parle des banques, on parle des choses de télécommunications qui laissent encore les personnes prendre le transport en commun puis aller travailler sans leur donner la possibilité de retourner à la maison. Ça, je trouve que c'est jouer avec les vies. Puis, tu sais, s'il arrive quelque chose où est-ce qu'il y a des personnes qui meurent par rapport à ça, j'espère que le gouvernement va nous laisser les actionner, puis même que le DPCP va s'en mêler. Parce que, tu sais, non, mais ça n'a pas d'allure. Je connais des personnes en centre d'appel qui sont obligées d'aller travailler parce que supposément de la maison, ils ne peuvent pas. Mais dans le fond, c'est un temps à tout le monde, je pense, de faire ceux qui peuvent aller travailler de la maison, puis que les compagnies peuvent réussir à le faire. Ça va dégager nos autoroutes, comme on a pu voir, il n'y a plus grand monde. S'il y a beaucoup plus de télétravail, je trouve que ça serait une bonne chose que
les personnes peuvent avoir l'opportunité de le faire parce que je crois que dans le futur, plus que tu sais, avant le SRAS puis l'Ebola, ça faisait pas mal d'années, tu sais, je me rappelle pas dans ma vingtaine, la trentaine, comme peut-être la fin trentaine, où est-ce qu'il a commencé à avoir des genres d'épidémies comme ça qui se voyageaient, veux pas, avec la Terre qui devient dans le fond plus petite parce qu'on voyage beaucoup plus. Je crois que ça va devenir quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent. Alors aussi bien s'équiper maintenant, puis de savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne pas, puis le télétravail, c'est une des choses qui pourrait fonctionner selon moi. On a une question de Généralec Jalal. Pourquoi ne pas forcer l'isolement pour tout le monde pour seulement 14 jours, sauf pour les cas d'urgence avant de perdre le contrôle comme dans d'autres pays comme l'Italie? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, faites juste regarder ce qui s'est passé dans les derniers jours quand ils ont fait certaines annonces en compte-gouttes. On a vu l'effet folie furieuse, catastrophique qui s'est passé. Je pense que le gouvernement essaie de faire attention. Il essaie de ne pas créer un sentiment de panique généralisée. Ça aurait été très drastique de faire ça tout de suite. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, il y a tout le côté économique qui prend un gros coup avec ça. Fait que je pense qu'on essaie d'amoindrir ça au maximum. Je ne suis pas une spécialiste de ce domaine-là, mais moi, sincèrement, je suis un peu... je félicite quand même nos autorités sur la façon qu'ils gèrent la crise parce que je trouve que quand même ils agissent assez rapidement. On a quand même agi assez rapidement. On n'a pas attendu d'être dans le pic de cette infection. Et je pense que c'est sage de leur part de nous donner l'information en compte-gouttes et de ne pas tout nous donner d'un seul coup parce que je pense que ça aurait causé des gros problèmes. Tu parlais de Walking Dead, là. Ouais. Peut-être rendu à des situations un peu catastrophiques. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'ils veulent probablement nous amener là petit à petit. Mais que ce soit plus digeste pour tout le monde. Parce que déjà, c'est pas facile pour tout le monde, là, déjà d'être à la maison. On sait qu'il y en a qui ont de la difficulté. Puis tout à l'heure, je voulais dire par rapport à ce que tu disais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la pensée individualiste, malheureusement, puis que ce soit chaque personne ou même des compagnies, des entreprises qui pensent au fond, au côté économique. On est beaucoup dans l'individualisme. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ça ne me touchera pas. C'est pas important. Mais je pense que c'est important que pour une fois, on pense en termes de collectivité. Puis je pense que c'est ça que les gouvernements essaient de mettre en place. Ils sont en train de nous envoyer un message pour dire... On s'en fout un peu là, du côté économique. Là, on pense à nos personnes et c'est important de les protéger. Alors, comme tu dis, oui, c'est déplorable s'il y a certaines compagnies qui ont la possibilité de permettre le télétravail, qui ne le permettent pas, parce que je pense qu'ils ne contribuent pas à justement aplanir cette courbe-là. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un effort collectif à ce niveau-là. Oui, parce que, tu sais, il y a eu pas mal un genre de bail-out des grandes entreprises en 2008, là, alors qui nous bail-out. Moi, je te dis que si tu fais en haut d'1 milliard par année, là, ton monde ne devrait pas aller travailler durant un certain nombre de temps. Tu peux te le permettre. Et alors, ça, c'est une des choses. On a Sukena TI. Pour le personnel de la santé, quelle serait la meilleure façon de se protéger? Je pense qu'ils ont déjà en place un protocole assez clair. Donc, c'est sûr que le lavage des mains, c'est la base de tout. J'imagine que lorsqu'ils sont en contact avec ces patients-là, je ne suis pas une infirmière, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais j'imagine que quand ils sont en contact avec des patients qui sont infectés, ils doivent avoir un protocole probablement par rapport à l'équipement de protection qu'ils doivent porter, par rapport au masque, tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a vraiment un protocole et c'est ça, c'est de vraiment appliquer ces règles-là à la lettre, de ne pas se dire... C'est parce que des fois, là, c'est ça, c'est qu'on on laisse échapper des moments, juste le lavage des mains. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire,
Mais là, tu sais, j'ai presque rien touché. Pourquoi je me laverais les mains? Prends pas de chance, tu sais. Pourquoi tu te dirais que, parce que tu n'as presque rien touché, tu vas pas te laver les mains? Non, lave-toi les mains, peu importe. Même si que oui, je sais qu'il y en a qui me disent, mais là, j'ai les mains maganées. Entre avoir cette maladie qui est morte, qui pourrait te tuer, et te laver les mains et avoir les mains peut-être un peu déshydratées, je pense que j'aime mieux avoir les mains un peu maganées à ce moment-là. Oui. Ça, je suis d'accord sur le fait de. Je sais qu'au 98,5, avec Patrick Lagacé, ils ont parlé de la manière que ça se formait. J'ai trouvé ça très intelligent, puis de la manière très simple, de la manière qu'il l'a expliqué. C'est-à-dire que, pour expliquer aussi aux enfants de se laver souvent les mains, c'est que le virus, en quelque compte, a une paroi de gras, dans le fond. Et le savon à main, il donnait l'exemple de quand on met du gras dans une poêle, puis on met le savon à main, puis ça se disperse, puis ça détruit la graisse. Alors, ça fait détruire la paroi qui protège le Oui. virus. Alors, j'ai trouvé ça très... Moi, je l'ai dit à mes enfants, puis ils ont comme compris tout de suite, puis je trouve que ça a bougé un peu plus. C'est une valeur que certains adultes ne comprennent pas ça. Alors, j'essaie juste tu sais, même si on pense que nous, ça va rien nous faire, ou on a un système fort, tu sais, de le faire pour les autres aussi, je pense que c'est important. Euh, Exact, c'est cool. exactement. Puis c'est dans c'est dans l'action collective que ça va faire la différence. Tu sais, des fois, on pense que moi, ce que je fais individuellement, ça ne compte pas, mais c'est pas vrai. C'est chaque action individuelle fait que l'action collective va être plus efficace. OK. Là, ils ont parlé aussi que l'Allemagne essaie de développer, ou ils sont un des plus proches à réussir à avoir un vaccin contre ce virus-là. Selon ton expérience, dans combien de temps environ sont capables de sortir un vaccin avec les tests humains et toutes ces choses-là? Un vaccin, c'est très complexe. Je pourrais pas te répondre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Puis, je fais attention à comment je dis ça, mais un vaccin, on le fait, oui, on peut voir son efficacité, mais normalement, ça peut prendre des fois des années avant qu'on sache vraiment à quel point il est réellement efficace, qu'il n'y a pas d'effets secondaires, ou s'il y en a, ce sont lesquels. Donc, c'est sûr que là, si on fait un vaccin tout de suite, c'est sûr qu'il va aider à contenir l'infection et tout, mais il faut se garder en tête que tous les tests n'ont pas été finalisés. Donc, Dans le fond, un vaccin, c'est pas seulement... Ben, c'est pas seulement, mais je veux dire, c'est pas un... Dans le fond, le virus qui est décédé, on prend les anticorps, que, tu sais, on l'injecte pour que nos anticorps soient capables de le reconnaître. C'est juste en fait, m'expliquer un il y en peu. a plein de sortes de vaccins. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a que c'est le virus, par exemple, qui serait juste inactivé. Donc, ça veut dire qu'on a fait en sorte qu'il n'est plus vivant. Il y a des vaccins que le virus est atténué. Donc, il est encore vivant, mais il est affaibli. Ouais, ça, on veut Donc, pas lui. On veut pas lui pour le moment. il y a des virus qu'on prend juste des particules. Donc, par exemple, ce virus-là, le coronavirus COVID-19, on sait que ces spicules, donc, juste pour rappeler comment le virus est fait, donc, il est fait d'une petite coque de protéines et par-dessus, il y a une enveloppe. C'est de ça que tu parlais tout à l'heure, Ouais. l'enveloppe lipidique. Et sur l'enveloppe lipidique, il y a des petits pics qu'on appelle des spicules. Ces spicules-là seraient très importantes dans le processus infectieux. Donc, par exemple, on pourrait essayer de faire un vaccin avec des morceaux de spicules et le système immunitaire, au fond, pourrait à ce moment-là développer une réaction envers ces spicules-là. Donc, quand il les voit, il a toute une façon de réagir pour nous protéger. Mais ce qui est important quand on fait un vaccin, c'est d'essayer de trouver une cible qui est spécifique à ce virus-là. Parce OK. qu'on ne veut pas que ça touche nécessairement tous les virus, quelle que soit toute catégorie. Ouais, parce qu'il y en a des bons, supposément. Comment? Il y en a des bons, supposément, ceux qui sont... Des bons, Ben, des des bons bons virus. virus qui nous font rien puis qui aident. J'ai entendu.
Exactement, Ouais. c'est ça. Donc, on veut être spécifique. Donc, il faut trouver une cible spécifique pour ce virus-là. OK. Puis c'est ça qui est facile. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de recherches à ce niveau-là. J'ai lu pas longtemps avant d'être en ondes un article sur la possibilité d'un autre type de traitement qu'on appelle la sérothérapie. La sérothérapie, c'est le traitement par, au fond, anticorps. On pense que ce serait peut-être quelque chose qui serait plus efficace à court terme, le temps de laisser le temps aux scientifiques de développer les vaccins. Alors, en quoi ça consiste? C'est qu'on prend des patients qui seraient guéris du COVID-19 et on irait chercher dans leur sang les anticorps qu'ils ont et ces anticorps-là seraient donnés aux patients qui sont atteints, qui sont infectés, nouvellement infectés, pour, au fond, c'est comme une façon de leur prêter un système immunitaire temporaire qui va venir les aider à combattre le virus, le temps que leur propre système puisse développer cette immunité-là, parce que souvent l'immunité prend 2 à 3 semaines Ouais. de se développer. Donc, ce serait comme une façon de, hey, on te prête des anticorps qui vont t'aider le temps que toi, tu fasses ton 2-3 semaines et que tu puisses développer les tiens. Est-ce que on est assez avancé pour une fois qu'on a recueilli ces anticorps-là, les reproduire ou ça prend tout le temps des humains qui aient ces anticorps-là pour les extraire puis les donner à d'autres ou est-ce qu'on est capable d'en créer artificiellement là? Non, capable de les reproduire parce que justement, c'est une des façons qu'ils vont utiliser pour, on dit d'amplifier ces anticorps-là. Ils vont utiliser souvent des animaux. Donc, à l'aide d'animaux, ils vont être capables d'en faire plusieurs copies. Et parce que ça prend quand même une grande quantité pour que ça fonctionne. Ça, c'est un des paramètres importants. Il en faut beaucoup. Donc, c'est leur façon d'aller en chercher plus. C'est en les faisant s'amplifier chez des animaux. OK. Question de Jaja Delma. Au niveau de l'ADN ou l'ARN génétique du virus, il agit comment sur l'être humain? Par exemple, libération de toxines, d'hormones, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le COVID-19, c'est un virus à ARN. Donc, une fois qu'il est entré dans la cellule, ce qu'il fait, au fond, là, les virus qu'ils ont un peu magnifique. Moi, je suis microbiologiste, fait que c'est sûr que la façon qu'ils fonctionnent, je trouve ça magnifique. Oui. On commet des mortels. Mais ce qu'ils ont de magnifique, c'est que la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'une fois qu'ils sont dans la cellule, ils sont un petit peu cachés, camouflés. Donc, au fond, son ARN, il le donne à la cellule, il dit « lis ça », puis fais une copie avec ta photocopieuse de mon ARN et de mes spicules et de mon enveloppe et de ma capside protéique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas comme des bactéries qui produisent des toxines, qui peuvent libérer des toxines. C'est vraiment pas le même fonctionnement. Donc, une fois que la cellule hôte a fait les copies du virus, il y a des milliers de virus qui peuvent être créés. Ces virus-là, après, vont être libérés de cette cellule-là et vont aller attaquer une cellule adjacente et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que ça fait au niveau pulmonaire principalement. OK. Là, j'ai une question. Je dois les poser sont dans les commentaires, alors on y va. Est-ce que c'est vrai que les personnes noires sont moins à risque? Parce que veux pas en Afrique, il y a eu moins de cas et pourtant le voyagement est quand même assez important là-bas. De l'autre côté aussi, est-ce qu'on parlerait de peut-être la chaleur ou qu'il y a moins ça? Ou qu'est-ce que vous pensez? Je trouve ça fascinant, cette question-là. Et je trouve que c'est là que ça montre qu'il faut bien se renseigner et chercher des bonnes sources. Parce que non, aucune étude n'a prouvé ça. Et je sais que ça circulait énormément. J'ai vu ça passer. Ça ne fait aucun sens. En fait, il faut juste se souvenir de comment le tout s'est déroulé. Ça a commencé en Chine. OK? Donc, un pays qui est au fond au niveau asiatique. Et puis après ça, qui a été touché? Europe, les Américains. Donc, on parle de l'Occident, on parle de pays développés. Donc, c'est simplement ça. C'est ça qui fait que c'est nous qui sommes le plus touchés parce que ça a touché des gens qui sont dans les pays développés.
majoritairement. Donc non, ça n'a rien à voir. Ça peut toucher ces pays-là également. C'est juste il y a moins de il y a moins de transition de personnes peut-être entre peut-être la Chine et l'Afrique qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment eu de personnes touchées. Mais j'avais lu qu'il y avait quelqu'un qui était en Chine, je ne sais plus si c'était un diplomate ou quoi que ce soit, mais africain, et il a été touché par le COVID-19. Ouais. C'est une question de temps parce que je sais que la Chine a beaucoup d'activités en Afrique, des choses comme ça. Alors, souvent, ils ont beaucoup de personnes de ce temps-ci qui y vont, là. Alors, c'est une question de temps, là. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être une question de temps si on laisse le voyagement se faire. Donc, c'est vraiment une question de voyagement du virus. Qui a amené le virus où? Donc, c'est pour ça que ces pays-là n'ont pas été touchés. Donc, non, moi, pour l'instant, je dis qu'il est absolument faux de penser que les personnes noires sont immunisées d'une façon quelconque à ce virus-là. C'est même dangereux, je pense, de penser ça, parce que ça va faire en sorte que peut-être les personnes de couleur noire vont se dire « Ah, moi, je vais être immunisée, donc je peux me permettre de faire ce que je veux quand je veux, donc j'écoute pas les directives gouvernementales. » Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. On le voit aussi, le Mexique commence à en avoir. Eux aussi, c'est un peu d'un côté dans le même principe. Puis là, ça commence à aller vers l'Amérique du Sud. Alors, veut pas, on dirait que c'est un first world virus pour le moment qui s'en va vers les autres pays au lieu de faire le contraire. Qu'est-ce qu'on est habitué, tu sais. Des personnes comme Trump disent souvent que ça part des places comme en Afrique ou dans des pays et puis ça va vers, puis ça contagie les pays les plus riches, mais là on voit bien que c'est de l'autre côté, c'est-à-dire là ça part des pays de l'Europe, de l'Amérique du Nord, puis là ça va s'en aller vers les pays plus pauvres là, de ce côté-là. Alors, est-ce que... OK, l'origine, on sait... OK, on imagine que c'est... ce qu'on peut dire, c'est les fameux chauves-souris. Alors, la première personne qui a mangé de la viande ne veut pas contaminer ou quelque chose du genre, et ça devient... Est-ce qu'il y a un lien avec la plupart des derniers virus? On dirait qu'ils aiment beaucoup la viande. Alors, est-ce que c'est moi, en tout cas, moi et ma famille, qu'on essaie de devenir végétarien, c'est sûr. On est moins à risque? Est-ce que c'est juste parce qu'il s'attaque il a besoin de protéines animales, alors il va de ce côté-là, ou la protéine végétale? Je sais que dans la salade, il y avait des affaires récemment aussi. Est-ce que c'est logique, ce genre de pensée-là, ou c'est encore une fabulation un peu... OK. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains micro-organismes à la base qui vivent chez les animaux, donc bactéries, virus, et il y en a d'autres qui vivent en général chez les êtres humains. Et souvent, quand ils sont chez les animaux, ils ne leur causent pas nécessairement de grandes infections. Mais, comme je vous disais, le virus, lui, tout ce qu'il cherche à trouver, c'est un hôte, des cellules pour se reproduire. Donc, plus il peut toucher une gamme d'hôtes, mieux c'est pour lui. On sait qu'en Chine, il y a une grande proximité entre la population et les animaux. Donc, ils se nourrissent de beaucoup d'animaux, de grandes variétés d'animaux, et cette proximité-là fait en sorte que les virus qui sont chez les animaux sont souvent en contact avec l'être humain, avec aussi d'autres micro-organismes, d'autres virus humains. Donc, ça augmente les chances que le virus se dise « Hey, moi, si je contamine cette personne-là, ça va être mieux pour moi. » Donc, il va trouver une stratégie, si on veut, pour muter, pour pouvoir toucher un nouvel hôte qui serait l'être humain à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une question de proximité qui augmente les chances qu'un virus mute et puisse tout d'un coup toucher un être humain et non pas rester au niveau seulement animal. Est-ce que c'est une proximité en tant que si on peut dire, la chaîne alimentaire, ou c'est une proximité en tant que deux êtres vivants? Parce que, dans le fond, le pays qui mange le plus de viande
au monde, c'est les États-Unis avec, je crois que c'est 178 animaux par année. Le Canada était à 140, je pense. Alors, on a une très, très grosse... on consomme beaucoup, beaucoup de viande. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment à cause... Tu sais, les marchés à air ouvert ou versus est-ce que notre système, c'est plus salubre ou est-ce que c'est plus de ce côté-là ou l'animal qui est vivant, qui marche à côté de nous, puis nous, c'est... Mais il y a un petit peu des deux. Il y a le côté, bien entendu, de la façon qu'on traite ces animaux-là, dans le sens que tout ce qui est au niveau hygiénique, Ouais. je pense que les pratiques en Chine ne sont pas comparables à celles qu'on a, par exemple, ici en Amérique du Nord. J'ai vu quelques images comme ça, puis oui, ça laisse augurer beaucoup de problématiques. Ouais. Et il y a aussi la proximité dans le quotidien. Donc, c'est sûr que si, par exemple, si je parle ici au Québec, en général, ben, les animaux, oui, on a des animaux de compagnie, mais sinon, le reste des animaux, c'est à la ferme. Il y a quand même une certaine, comment je pourrais dire, des certaines limites. Ouais. Mais dans certains pays, bon, tous les animaux sont là, puis on vit tous ensemble, êtres humains et animaux, avec une très grande proximité. Donc ça va avoir un impact également. Parce que si j'y vais par une certaine logique, si on prend, mettons, l'Inde qui est une très très grosse masse, puis en plus en tant que grandeur de pays, c'est plus, il y a plus de densité qu'en Chine. Et eux, ils ont moins de ces virus-là qui sortent du pays. Mais ils ont une alimentation plus végétarienne, puis moins d'animaux consommés. Alors, j'imagine que ça a un lien là aussi. Eux, ils ont des cobras aussi. J'ai vu ça, il y a un de mes amis qui est revenu de là-bas, qui avait des cobras, puis des choses comme ça. Là. Je dis, ça peut être dangereux d'une autre manière, la proximité des animaux, mais dans le sens, en voyant deux pays comme ça, extrêmement dense, avec une extrêmement grosse densité, on voit que un attire beaucoup de ces virus-là et l'autre un peu moins. Est-ce que la corrélation serait dans le fond Oui, tout entre à ça? fait. C'est ça, c'est une question de proximité juste dans le milieu de vie. Puis après, il y a la proximité par rapport, ben, il y a les règles d'hygiène. Et il y a la proximité justement dans ces marchés-là à ciel ouvert. On sait que dans beaucoup de ces marchés-là, l'animal arrive vivant et il est tué sur place. Donc, ça augmente les chances que ces virus-là entrent en contact avec des êtres humains et qu'ils puissent muter et être capables finalement d'infecter cet hôte-là. OK. Alors, les prochaines étapes, si on peut dire, pour les prochains mois, dans le fond, le virus, il va essayer de muter encore, essayer de trouver d'autres hôtes. Patrick Lagacé a sorti, je crois, c'était dans la presse, je ne vais pas me tromper, dans la presse comme quoi que techniquement, si on se fie à toutes les autres places, on aurait 27 fois plus de personnes qui ont été contaminées, mais qu'on ne le saura pas, là, qui ne sont pas dans les chiffres, selon les autres places. Est-ce que c'est un chiffre qui est logique? Est-ce qu'on s'entend que techniquement dans les personnes qui sont traitées ou est-ce qu'ils font faire les tests, dans le fond, on peut s'imaginer qu'il y en a beaucoup plus qui l'ont, mais qui ne le savent pas ou qui n'auront pas de virus, qui sont peut-être porteurs, pas de virus, mais de conséquences et de symptômes, c'est ça que je cherchais. Alors, ils n'auront pas de symptômes, ce qui fait qu'ils ne vont jamais se faire checker, mais ils sont quand même porteurs du virus. Est-ce que le chiffre de 27 fois plus que qu'est-ce qu'on pense est réaliste dans qu'est-ce qui a avancé? Moi, je ne m'avancerai pas sur un chiffre parce que des fois, je trouve que on essaie de donner des chiffres avec des calculs mathématiques très linéaires. Puis on sait que ce genre de pandémie-là ne suit pas tout le temps une règle linéaire. Donc, je ne peux pas vous dire pour le 27%, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas qui ne seront pas répertoriés parce que ça a été vraiment documenté qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être asymptomatiques et l'avoir et ne pas
pas vraiment avoir de symptômes. Et il y a des gens aussi qui pourraient l'avoir puis penser qu'ils ont juste une petite grippe normale, que les conséquences sont pas trop importantes et qui vont se reposer et qui vont s'en remettre. Donc, ces gens-là aussi pourraient ne pas être répertoriés. Donc, c'est sûr que dans tous les cas épidémiologiques de ce genre-là, les chiffres sont toujours des chiffres approximatifs. C'est jamais exact parce qu'il y a toujours un certain pourcentage de la population pour lequel on n'a pas de données. OK, c'est bon. Alors, pour ceux qui sont en train d'écouter présentement, on va garder environ 5-6 minutes encore. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Dans les choses qui ne sont pas touchées, ou est-ce que les personnes dans les médias ne posent pas les questions, est-ce qu'il y a des affaires que tu aimerais souligner, des choses qu'on n'est peut-être pas au courant, ou des choses que tu trouves qui ne sont pas assez adressées, que tu aimerais adresser présentement? Il y a une chose, entre autres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent à se dire qu'est-ce qu'il a de différent des autres virus de la grippe. C'est qu'il faut savoir que selon les études scientifiques, ils ont démontré que la cible de ce virus-là est différente des autres virus, des autres coronavirus. Donc, juste pour expliquer un peu, je vous parlais tout à l'heure des petits pics qu'il y a à la surface des virus de type coronavirus qu'on appelle des spicules. Ça, imaginez-vous que c'est un peu comme une clé. Et au fond, cette clé-là cherche une serrure sur la cellule hôte. Et la serrure du coronavirus COVID-19, c'est une serrure qui est spéciale parce qu'elle se retrouve sur un grand nombre de cellules comparativement à la serrure qui est recherchée par les autres coronavirus. Donc, c'est une serrure qui se retrouve entre autres sur les cellules au niveau pulmonaire, mais également au niveau du foie. Et c'est ce qu'on pense qui ferait en sorte que les gens seraient touchés de façon plus intense, qui pourraient avoir des problématiques au niveau du foie parce que ça a été démontré dans plusieurs cas plus graves. Donc, c'est ça qui fait que ce virus-là serait beaucoup plus virulent. Quand je parle de virulence, on parle un peu à quel point qu'il a la capacité d'attaquer assez férocement notre système. Donc, c'est ça qui arrive avec ce virus-là qui fait que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est ça. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de savoir parce que je sais que les gens n'arrêtent pas de comparer, mais je pense qu'il faut arrêter de comparer. C'est un nouveau virus, on ne le connaît pas, on est en train d'apprendre à le connaître. C'est vraiment important qu'on fasse attention. On n'est pas à l'abri que ce genre de pandémie-là se répète dans l'avenir parce que les micro-organismes vont toujours essayer de trouver des moyens de se multiplier, peu importe. OK. Alors ce que tu viens de me dire, ça veut dire ceux qui auraient une cirrhose du foie ou des choses comme ça devient très, très dangereux, si je peux croire. C'est sûr. OK. Alors, les poumons puis le foie, OK. Alors, ça, je coche les affaires qu'il faut que je fasse attention. Alors, quelques petites questions avant de terminer. Les personnes qui ont une bonne immunité peuvent-ils se guérir par eux-mêmes comme une simple grippe? De Kamal Dadjaoui. Oui. Dadjaou? Oui, pardon, Dadjaou. Oui, c'est ça la bonne nouvelle quand même. La plupart des gens qui sont en santé, comme moi, comme vous, vont être capables de s'en sortir. Vous allez peut-être passer un mauvais quart d'heure pendant quelques jours, mais en général, la plupart des gens s'en sortent. Il faut aller voir les chiffres. Quand on regarde les chiffres, il y a quand même une majorité de personnes qui survivent à ce virus-là, mais on entend juste parler de « il y a des morts, il y a des morts ». Oui, il y a des morts, mais il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Donc oui, une personne en santé, en général, devrait s'en sortir. OK. Excuse-moi, je veux juste rappeler à tout le monde que c'est très important si vous soupçonnez que vous avez des signes et symptômes. C'est pas une bonne idée de courir à l'urgence parce que vous risquez de vous faire, comme on dit en québécois, virer de bord. Donc, c'est très important. Il y a des numéros, je pense un numéro 1811 puis un 800, en tout cas, que
faut comme contacter en premier. C'est très important de suivre cette directive-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, se sont rendus à l'urgence, puis que donc c'est mieux d'aller dans ces Parce qu'ils se préparent à vous recevoir, c'est ça qu'il faut voir de vraiment, c'est ça, ils se préparent à vous recevoir. D'abord, voyez ça comme un maître à l'hôtel là, qui sait que vous arrivez, puis il va vous coucouner, là. Alors, rappelez le numéro, même si ça prend quelques heures passées, parce que je sais qu'il y a eu quelques heures. Alors, c'est bien important. Oui. Là, Shirley Sedan, que nous connaissons, hey, on est les candidats du 5 là, on est à l'appel. Alors, pourquoi les enfants ne sont pas vulnérables? On en a parlé un peu tantôt, que oui, ils peuvent l'être quand même, je crois. Juste respécifier de ce côté-là. C'est que jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de cas chez les enfants. J'ai lu un petit peu là-dessus. Il y a des articles qui semblent dire que les enfants auraient peut-être une version plus douce, si je peux me permettre, de l'infection lorsque ça les touche, ou que même souvent ils seraient asymptomatiques. Les raisons, c'est pas clair, on ne sait pas encore pourquoi, mais moi je trouve qu'on ne doit pas prendre ça à la légère puis se dire « Ah, mes enfants, c'est correct, il n'y a pas de danger ». Non, c'est une très mauvaise idée. Je trouve qu'on doit les protéger quand même parce qu'ils sont très vulnérables comme ils sont jeunes et que leur système immunitaire est en développement. C'est pas le temps de faire exprès de les exposer à un virus comme ça qui pourrait les frapper durement. Mais oui, jusqu'à présent, ce que les données démontrent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont touchés par ce virus-là. Puis soyons heureux, tant mieux s'ils ne sont pas touchés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions. Exactement. Alors, beaucoup se laver les mains, les enfants, ça c'est bien important, les adultes aussi, parce que ça se propage d'une place à l'autre. Tu sais, quand on sait que dans une famille, des fois, juste une simple grippe ou un rhume, là, qu'on rentre à la maison puis que tout le monde la passe, des fois même, on se la passe 2 fois. Des fois, on tombe malade puis ça revient. Ça peut être un autre, ça peut être une grippe et un rhume après, ça peut être plein de choses. Alors, c'est bien important. Ajouter pour le lavage des mains parce que moi, j'en vois beaucoup de gens qui se lavent les mains, qui les lavent pas bien. Moi, je trouve pendant ce moment-là que beaucoup de parents sont à la maison avec leurs enfants, c'est un bon moment pour leur donner des bonnes habitudes. Moi, ce que j'ai commencé avec mon fils, c'est que quand on se lave les mains, on chante une chanson. Il adore ça. Donc, ça fait que le 20 secondes de lavage des mains passe assez facilement de cette façon-là. Puis, j'espère que ça va lui rester comme habitude. Donc, je pense que c'est un bon moment pour justement montrer aux enfants à se laver correctement les mains dans un temps adéquat. Donc, vous avez le temps présentement pour la plupart des parents, ceux qui peuvent se permettre d'être à la maison avec leurs enfants. Donc, chanter des chansons pour qu'ils puissent apprendre à bien se laver les mains parce que si on ne se lave pas dans le 20 secondes de la bonne façon, en frottant bien en dessous des ongles un peu partout, c'est comme si on ne faisait rien finalement. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est important de bien se laver les mains. Je voulais savoir, par hasard, c'est quoi la chanson de 20 secondes que tu fais aux enfants? Parce que je la connais pas. Non, mais moi, quand c'est une chanson, ça peut être n'importe quelle chanson. Moi, j'ai une petite chanson que j'ai choisie comme ça parce que c'est une chanson que mon fils aimait. Puis je la chanterai pas parce que j'ai aucun talent de chanteuse. Je me suis essayé. Ça aurait fait un beau Facebook Live, t'entendre chanter comme ça. C'est dans les deux. Oui? N'importe quelle chanson que votre enfant aime, puis que vous chantez les quelques premiers couplets, souvent le 20 secondes passe très vite de cette façon-là et ils vont se laver les mains de façon adéquate. Puis de leur montrer de se laver les mains assez régulièrement dans la journée, pas juste quand on rentre à la maison avant de manger. C'est vraiment important de prendre cette habitude-là, puis j'espère que les gens vont faire en sorte que cette habitude-là va rester pour après. C'est pas juste le temps du COVID-19, il faut que ça reste pour après. Oui, tout à fait d'accord. Dans les questions qui restent, il y a un petit blitz de questions. C'est tout le temps comme ça en passant. C'est pour ça que je dis 5 minutes, mais que dans le fond, il en reste 15. Parce que je sais que tout le monde qui était un peu gêné de poser sa question vont tout le faire en dernier si on n'y a pas répondu. Ou même si on y a répondu, ceux qui sont arrivés un petit peu en retard.
Alors, pourquoi le virus se développe moins au soleil? On a dit que c'était pas vrai vraiment. Je sais que les médecins, les pharmaciens ont dit des vitamines D ou C pour aider un peu à combattre le virus. Est-ce que ça, c'est réel ou c'est je veux vendre des vitamines? Ben, ça, c'est toujours des recommandations pour aider le système immunitaire plus qu'autre chose. Okay. Mais c'est pas une attaque directe au virus qu'on fait avec ça. Donc, au fond, c'est tout ce qu'on peut faire pour donner une chance à notre système immunitaire d'être plus actif. C'est toujours bon de le faire, mais écoutez, quand on est en bonne santé, normalement, on n'a pas besoin de vitamines supplémentaires parce que l'alimentation qu'on a et nos pratiques quotidiennes devraient faire en sorte qu'on a assez de chacun des nutriments nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Sauf durant l'hiver, je pense qu'il y en a une qui nous manque parce qu'on est plus à l'intérieur, je crois. Hein? Tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Alors, je sais parce que les médecins, souvent, ils prescrivent ça durant l'hiver pour les enfants aussi, pour... exactement. OK. Alors, est-ce que le virus pourrait muter et avoir une période de contagion plus longue? On a un peu répondu à ça tantôt. C'est-à-dire, oui, c'est une possibilité. On a parlé de ce que tu trouvais merveilleux, c'est-à-dire un super virus. Oui, mais ça, en fait, il faut que les gens gardent en tête que tout est possible présentement. On est tellement dans le début des connaissances sur ce virus-là, donc gardez en tête que tout est possible. Les micro-organismes là, se multiplient à une vitesse faramineuse comparativement à des animaux, des êtres humains. Donc, tout est possible. Parfait. Une parmi les dernières petites questions, on va juste voir de ce côté-là. Est-ce que durant le temps de cette incubation, on sait que il marche par pic, hein? Il va, tu sais, comme il y a quelques cas qui apparaissent, c'est vraiment comme à tous les 4 jours là, environ, là, c'est là que les pics, on les voit. Puis, est-ce que ça a le plus rapport avec le testing que nous on fait du virus ou c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que quand il a réussi à éclore puis à avoir à faire plus de dommages, puis que là, il y a plus de personnes qui rentrent à l'hôpital et plus de cas automatiquement, ou c'est vraiment... Et dans le fond, c'est une ligne droite qui monte? Parce que souvent, là, on voyait des pics, puis ça descend, puis des pics, puis des pics. Ouais. Mais là, est-ce que c'est dans le fond, c'est juste notre manière de tester qui est trop lente, ou c'est vraiment ce virus-là, de la manière qui fonctionne? Mais je pense que... deux choses que je veux dire à ce niveau. Je pense qu'au Québec, il faut savoir qu'on vient de commencer à mettre en place un protocole par rapport à ça. Quand j'ai été faire quelques recherches, j'ai vu que la plupart des pays qui étaient déjà touchés avaient des protocoles très clairs pour la détection du COVID-19, tandis que ici au Canada, on était en train de mettre en place ce protocole-là. Donc, je pense qu'il faut leur laisser un peu le temps de mettre le tout en place, mais ça ne devrait pas être très long parce qu'en fait, pour détecter, le test prend juste quelques heures. Mais ce que les gens oublient, là, si je prends l'exemple du Québec, on a eu il y a 2 semaines la semaine de relâche, comme toi, je pense que tu étais parti également. Tu es parti, vous revenez, donc il y a des possibilités que vous soyez infecté. Ça peut prendre 14 jours, tout dépendant quand est-ce que vous avez été infecté. Ça peut prendre 14 jours avant qu'on voit les signes et symptômes apparaître. Mais là, vous arrivez au Québec et là, vous rentrez en contact avec des gens. Bien, ces gens-là, ça va leur prendre aussi 14 jours avant que ça apparaisse. Donc, mine de rien, là, il nous reste à peu près, c'est vers la fin de cette semaine qu'on risque de voir encore plus de cas apparaître par rapport à tous les gens qui ont été touchés par ces gens-là qui sont revenus de voyage et qui étaient infectés. Donc, c'est pour ça qu'on voit des pics. Ça dépend toujours où est-ce qu'on est dans le processus infectieux. Est-ce qu'on est dans le début ou est-ce que ce sont les gens de l'extérieur qui nous amènent ce virus-là ou on est plus loin ou est-ce que les gens
dans le pays ou la province ou la ville sont en train de s'infecter entre eux. C'est ça qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on a l'impression que oui, il y a des cas, mais c'est pas si pire que ça. Mais moi, je pense que le pire s'en vient dans pas très longtemps. Dans le code du COVID-19, là, son nom, il me semble qu'au début, il y avait le mot SRAS. C'est une partie, c'est comme un même type de virus que le SRAS? Oui, en fait, juste un petit instant parce que j'ai un petit problème avec ma tablette. Pas de problème. L'autre chose aussi, parce que si c'est un autre tangente du SRAS, est-ce qu'il est plus contagieux qu'on a dit tantôt que le SRAS l'était, non? Mais c'est un virus de type SRAS aussi. C'est de la même famille. C'est pour ça qu'il y a SRAS dans son nom. On a mis COVID-19, je pense que c'était une façon pour le distinguer, puis pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Mais il est de la même famille que le SRAS qu'on a connu dans le passé. C'est juste qu'il se comporte un peu différemment. Mais dans son anatomie, si on veut, il est vraiment du même type. Donc, c'est pour ça, SRAS est toujours là. C'est juste qu'on ne le dit pas. On a décidé de rester avec COVID-19 parce que c'était plus simple pour tout le monde. OK. OK. Alors, l'épidémie de SRAS qu'on a vue était moins virulente que ça. Est-ce que c'était comme une prémisse ou c'est-tu une mutation de ce que lui était? Ou c'est tout simplement comme la famille c'est comme des cousins, genre? C'est comme des cousins, oui. On dirait que plus c'est des cousins germains ou ce serait plus dans ce sens-là. Comme je disais tout à l'heure, ils ne se comportent pas de la même façon. La cible, les cellules ciblées ne sont pas les mêmes. Donc ça, on pense que ce serait une des raisons pourquoi la virulence est beaucoup plus importante avec le virus présent qu'il y a quelques années. C'est bon. Alors, là-dessus, je voulais premièrement te remercier d'avoir pris 1h30 de temps pour nous parler. On a été une centaine à l'écoute à peu près dans tous les moments là, de ça, et ça va être sans doute une vidéo qui va être revue. Moi, je trouve très, très important ta voix que tu portes aussi. Pour être bien honnête, j'ai de la misère à comprendre pourquoi tu n'es pas dans les médias généraux plus souvent. Ton franc-parler puis la manière que tu expliques est fantastique. Alors, je demanderais aux 100 personnes qui étaient là de le dire à leurs amis puis d'envoyer un peu de pression à nos médias. Tu sais, hey, on connaît une microbiologiste qu'on aimerait entendre sur vos ondes. Moi, je trouve que c'est fantastique. Ça mettrait un peu de couleur, bien sûr, dans nos médias très blancs. Et je trouve que ça serait une bonne chose de voir qu'une femme comme toi, microbiologiste avec ton cheminement et tout ça, qui serait plus à l'extérieur, plus vu, donnerait une image aussi à nos jeunes filles de qu'est-ce qui peut, nos jeunes garçons de qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Alors, je te remercie encore. Je sais que tu as été nommée femme exceptionnelle et tu le seras toujours à mes yeux. On va se laisser sur ces paroles-là. Dernier petit mot de ta part. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on regarde? Est-ce que tu veux qu'on se re-rencontre une fois de temps en temps pour en reparler au courant de ça? Qu'est-ce que... Premièrement, je veux te remercier de ta confiance. Moi, les gens qui me connaissent, surtout les étudiants qui m'ont eu, savent que je suis une passionnée de la microbiologie, surtout de la biotechnologie. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de partager un peu cette passion-là avec tout le monde, surtout en ces temps assez, je vous dirais, particuliers. Moi, je suis un peu contente, je vous avoue, parce que ça fait qu'on parle de microbiologie. Donc, je suis un petit peu sur un petit nuage. Je trouve ça passionnant ce qui se passe, même si que oui, ça reste inquiétant et très sérieux. Mais je trouve ça passionnant. Je me plais beaucoup à lire sur le sujet et à aider les gens autour de moi à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, écoute, l'invitation, je la prends au vol. Donc, si tu penses que dans le futur, on aurait besoin de refaire le point sur la situation, ça va me faire plaisir de reprendre l'expérience avec toi. Puis, j'espère que les gens, ça leur a aidé un petit peu à répondre à leurs questions. Oui, c'est fantastique. On a eu des bonnes questions. Puis on va essayer de refaire ça. On va voir si les changements
qu'il y a. Puis si on voit qu'il y a quelque chose, des mutations, on aimerait ça que tu nous en parles. Aussi, ah ouais, j'ai un cadeau que je vais t'envoyer par la poste, là, donne-moi un petit instant. Au mec, on se revoit parce que tu sais, t'as aidé ma fille. Ma fille est fascinée de microbiologie. Elle m'en a parlé depuis le temps. Alors, j'ai un beau petit sac ici de papier toilette. 8 rouleaux, des doubles, tout doux en plus, que la prochaine fois, je vais te donner si on se voit. Mais moi, je peux pas sortir d'ici. Alors, je pense que je vais le garder. Mais je t'aimerais te remercier encore une fois. Et là-dessus, on va se laisser. On fait des babayes à l'écran. Passez une très très belle soirée. Puis tenez-vous, lavez vos mains, tenez-vous loin de moi. Et, on se peut se parler par Facebook autant que vous voulez. Passez une très très belle soirée à tout le monde. Au revoir. Bye.